Bonjour à tous et bienvenue à ce Zoom de la SFGP. J'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui ce deuxième webinaire qui est dédié aux réacteurs activés. Plaisir d'autant plus fort que ce sujet génère beaucoup d'intérêt, au moins en nombre de participants, puisque nous sommes actuellement 71 en ligne. Et donc, en tant que vice-président industriel de la SFGP, je me sens fort concerné par cette thématique, autant par curiosité presque personnelle que nécessité. Leur curiosité parce que ce thème, il touche à l'essence même de la matière. À l'échelle élémentaire, il s'agit souvent par différentes techniques de jouer localement ou temporellement sur les phénomènes et mécanismes fondamentaux d'activation pour en privilégier certains. Mais nécessité aussi parce que ces approches mêmes, elles sont porteuses de nouvelles perspectives. Moi, je les perçois comme des sources possibles d'innovation, qu'elle soit plus connue, qu'elle se déploie à plus grande échelle, et elle pourrait bousculer des approches traditionnelles. Or, à l'heure où nous devenons de plus en plus collectivement conscients des enjeux de performance, d'hygiène, de sécurité, des impacts environnementaux de nos produits, étudier et proposer des réacteurs innovants, c'est d'une certaine manière aborder les grands enjeux techniques et sociétaux de notre société. Donc ce webinaire, il devrait nous donner un éclairage sur trois techniques d'activation que je laisserai à Patrick le soin d'introduire tout cela plus en détail. Et je voudrais faire remarquer ici que c'est pleinement le rôle de la mission d'une société savante comme la SFGP que de favoriser ce partage de connaissances, cette exposition à des idées, des problématiques variées et décalées. Et c'est d'ailleurs pourquoi tous nos webinaires sont enregistrés en accès libre, tant sur le site de la SFGP que sur sa chaîne YouTube. Puis c'est aussi pour cela que nous organisons tous les 2 ans un congrès pour partager les avancées de la communauté française de génie des procédés. Et je rappellerai que le prochain congrès se tiendra à Clermont-Ferrand en octobre 2026, donc dans un peu plus d'un an. Et je vous invite d'ores et déjà à vous y préparer. L'ouverture des inscriptions et les appels à communication devraient avoir lieu très prochainement, en tout cas avant la fin de l'année. Et donc, c'est un peu un message pour vous dire à bientôt. Pour clore cette introduction, je souhaite remercier sincèrement nos trois intervenants et puis les personnes derrière l'organisation et la réalisation de ce webinaire qui nous ouvrent les yeux sur des sujets peu connus pour la plupart. Donc, bon webinaire, merci pour votre participation et Patrick, à toi l'image. Merci beaucoup Pierre. Alors je suis pas tout seul, hein, je suis avec François Jérôme. Hein, nous sommes les co-animateurs du groupe thématique réacteurs activés. Donc bienvenue à tous les participants. Donc c'est le deuxième webinaire sur cette thématique puisque la semaine dernière nous avons abordé donc les activations par induction, par ultrason et également par électrochimie. Donc, il y a sans doute parmi vous des personnes qui étaient présentes la semaine dernière. Donc, je rappelle juste que ce groupe thématique est tout nouveau. Il fait suite à la refonte de l'animation scientifique de la SFGP. Ce groupe thématique réacteur activé, il fait partie du pôle réacteur et bioréacteur. Et ce groupe thématique est animé par François Jérôme et moi-même, donc un duo, on va dire, chimie procédé. Voilà, parce que souvent, c'est cette thématique est à l'interface de la chimie et du procédé. C'est vrai que, comme le disait Pierre, les activations, c'est très important pour nous parce que c'est un moyen aussi d'essayer de concevoir des procédés plus propres qui utilisent moins de matières premières, hein, d'intensifier les transferts. Alors aujourd'hui, alors je sais pas, peut-être François, tu veux dire un petit mot d'introduction, peut-être avant de Oh, bah, présenter. très, très rapide. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir à nouveau si nombreux pour ce deuxième webinaire. On voit que finalement le sujet interpelle et attire les gens. Donc c'était le but, c'est parfait. Donc comme l'a dit Patrick, alors moi je suis pas du tout du domaine du génie des procédés, je suis chimiste, mais justement l'idée de ces webinaires, ces webinaires, pardon, c'est d'avoir un regard croisé justement entre la chimie et le génie des procédés pour voir un petit peu ensemble comment est-ce que on peut progresser. Bon, bien évidemment, je remercie également les trois intervenants. Et puis, écoute, Patrick, je te relaisse la parole pour continuer.
D'accord. Merci beaucoup, François. Pour ce webinaire, nous avons trois interventions. Une sur les réacteurs photochimiques. On parlera également de mécanochimie et également d'activation par plasma. Voilà, sans attendre, je vous propose donc de démarrer par la première intervention. Oui, oui, on a oublié de préciser par contre que les participants ne peuvent pas poser les questions oralement, donc ça c'est important. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions dans le QNR et on va relayer après vos questions auprès des intervenants. Alors, sachant que les présentations durent environ 25 minutes, il y a 5 minutes qui sont dédiées aux questions. Parfois, c'est un petit peu court. Donc, s'il y a beaucoup de questions, nos intervenants peuvent répondre dans le QNR tout au long du webinaire. Voilà, donc on commence par une présentation de Karine Laubière, qui est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de génie chimique. Donc voilà, on est dans le même laboratoire au sein du département STPI, donc Sciences et Technologies des procédés intensifiés. Karine est spécialiste des réacteurs intensifiés photochimiques et nous propose une présentation qui s'intitule Les photons au service de la synthèse organique, principes, intérêts et enjeux pour le génie des procédés. Donc je te laisse la parole, Karine. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon? Allez, c'est parti. Merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de donner ce webinaire. Donc, effectivement, je vais parler photons et génie des procédés. La photochimie est, vous le savez, je pense, le domaine de la chimie qui concerne les effets de la lumière. Par effet de la lumière, on entend absorption par une molécule ou même un solide, si on parle de semi-conducteur, de lumière, donc d'une radiation électromagnétique. Donc les domaines spectrales qui sont considérés, c'est dans l'UV ou dans le domaine du visible. Et donc à ces différentes longueurs d'onde, ce sont des niveaux d'énergie différents qui sont mis en jeu, les plus énergétiques étant dans l'UV. Donc l'acte élémentaire est vraiment l'absorption par la molécule de photons. Elle passe ainsi dans un état excité où elle a une configuration électronique et donc une réactivité différente de l'état fondamental. Et c'est ça qu'on va utiliser en particulier en photochimie, soit pour former des produits stables ou des intermédiaires, ou parfois après cet état excité, on a une désactivation. Donc, il y a un certain nombre de principes, de lois à respecter pour que cette absorption soit possible. Je vais pas les détailler aujourd'hui. Donc, juste quelques jours avant le confinement, la Société chimique de France avait organisé une journée chimie et lumière qui avait mis en évidence en fait le large spectre d'application de l'interaction lumière-matière. Donc, en génie des procédés, on s'intéresse à cette interaction dans le cadre du traitement des eaux, des cultures de microalgues, de la synthèse de molécules, on va en parler par la suite, mais aussi de la photosynthèse artificielle pour la production de biocarburants solaires. Mais les domaines d'application de l'interaction lumière-matière sont beaucoup plus larges que ces quelques domaines. Quelle que soit l'application, il est important de comprendre que les performances de ce procédé photobiologique ou photochimique sont intrinsèquement limitées par le transfert radiatif. Ce qui veut dire que notre challenge d'un point de vue génie des procédés, ça va être d'être capable de développer des modèles de connaissances qui décrivent ce couplage entre transfert radiatif et cinétique aux différentes échelles. Et donc ça passe inévitablement par des approches multidisciplinaires qui vont intégrer les principes de la physique du transfert radiatif et de la photochimie dans nos méthodologies du génie des procédés.
Donc, pour vous en convaincre, vous avez ici un exemple de loi photochimique dans le cas d'une réaction simple A donne P. Et vous voyez qu'elle ne s'exprime pas comme une loi classique KC avec un exposant N, mais qu'elle est le produit de deux termes, le rendement quantique de la réaction, les moles de réactifs consommés par mole de photons absorbés, et la vitesse volumétrique d'absorption des photons qui s'exprime en mol de photons par unité de volume et de temps. Cette dernière grandeur dépend du coefficient d'absorption de la molécule, de sa concentration et de l'irradiance sphérique, qui est une grandeur radiative. Ainsi, pour résoudre cette loi cinétique, il faut coupler à l'équation de transfert radiatif et ça induit un changement de paradigme d'un point de vue génie des procédés. En effet, même si vous êtes parfaitement mélangé d'un point de vue hydrodynamique, à cause de l'atténuation exponentielle de la lumière, vous avez un champ de vitesse réactionnelle hétérogène. Donc, le concept de réacteur idéal qu'on apprend à nos étudiants est à repenser à cause de ce couplage avec l'équation de transfert radiatif. Cette équation de transfert radiatif, vous l'avez ici, c'est l'équation de Boltzmann. Comme toute équation bilan, elle comporte des termes source, transport. On a une atténuation, une extinction de la luminance à cause des propriétés radiatives du milieu ou des propriétés de diffusion. Et c'est de la résolution de cette équation qu'on peut déduire la vitesse volumétrique d'absorption des photons, l'introduire dans notre loi cinétique, que ensuite on met dans nos équations bilan matière. Donc vous voyez que cette équation, elle est intrinsèquement complexe de par sa nature intégro-différentielle et on doit la résoudre dans des géométries complexes de réacteurs avec des propriétés radiatives du milieu réactionnel qui ne sont pas faciles à déterminer et qui font appel à un autre corpus de la physique qui est l'électromagnétisme. Pour cela, soit on fait appel à des solutions analytiques très simplifiées, comme on fait dans des cuvettes de spectro où on applique la loi de Beer-Lambert. Il existe aussi des méthodes déterministes pour résoudre cette équation de transfert radiatif proposée par Cassano en Argentine et largement étudiée aussi par Jean-François Cornet à Clermont-Ferrand. Et plus récemment, la communauté utilise des méthodes de Monte-Carlo intégrale pour résoudre cette équation-là. Donc là, c'est une approche stochastique dans laquelle la vitesse volumétrique d'absorption des photons est exprimée sous la forme d'une espérance mathématique, ce qui veut dire que on transforme l'équation radiative que vous avez vue tout à l'heure en intégrale probabiliste. Et cette méthode est extrêmement puissante puisqu'elle permet elle est insensible à la complexité géométrique et phénoménologique et au rapport d'échelle. Donc, les collègues de Clermont-Ferrand, donc Jean-François Cornet, Jérémy Daucher et Thomas Wursch, etc., sont particulièrement actifs et ont été pionniers dans la mise en place de cette méthode pour des problèmes de photoréacteurs, de photosynthèse artificielle. Et derrière ça, il y a toute une communauté EDSTAR qui utilise cette méthode pour d'autres applications que les photoprocédés. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les développements dans la mise en place de cette méthode s'appuient sur la communauté de l'informatique graphique et de la physique statistique en tirant bénéfice des avancées récentes en algorithmique et en numérique. Donc, vous l'aurez compris, la problématique photo-procédé est une problématique commune, en fait, qui fait intervenir trois sociétés savantes. Bien sûr, la SFGP, mais aussi la Société chimique de France et sa sous-division photochimie, photophysique et photosciences, et aussi la Société française thermique, dans laquelle les problématiques de rayonnement et de modélisation sont largement étudiées.
La communauté de génie des procédés, donc qui travaille dans les photos procédés, discute de ces questions en fait de modélisation, en particulier dans le cadre de la Fédération de l'énergie solaire, où l'axe photoprocédé est coordonné par Jean-François Cornet. Donc, on s'intéresse ici à des applications photoréactives du rayonnement solaire. Je vous les ai listées ici. Donc, interviennent des labos comme le GEPEA, Promes ou l'Institut Pascal ou le LGC. Également dans le GDR Tamaris, qui est plus lié au domaine de la thermique et des matériaux, la question des transferts radiatifs est un point important. Et il est à noter aussi qu'il y a depuis quelques années un PEPR sur l'interaction lumière par matière, coporté par le CNRS et le CEA. Voilà, je tenais, avant d'attaquer sur mes activités de recherche propres sur la photochimie en flux, vous présenter un peu ce contexte, puisque les questions de recherche sur lesquelles je travaille, en fait, sont communes à toutes les applications photoprocédés ou réacteurs photochimiques. Donc la photochimie préparative, celui qui est reconnu un peu comme le père fondateur de ce domaine est ce professeur italien Giacomo Giamiccian, qui a été le premier vers 1910 à convaincre la communauté des chimistes de l'intérêt d'utiliser des photons en synthèse organique. Donc il avait couvert la terrasse de son université avec des Erlenmeyer, donc c'est assez rigolo de voir ça. Et il a été vraiment, c'est lui qui est considéré aujourd'hui comme vraiment le père fondateur de la photochimie préparative. Depuis, la photochimie est reconnue comme une méthode de synthèse extrêmement puissante. En France, Norbert Hoffmann est une personnalité importante du domaine qui a montré que par cette voie-là, il était possible d'atteindre des molécules hautement fonctionnalisées, souvent en une étape et dans des conditions douces. À l'échelle industrielle, la photochimie rencontre des applications. Donc, il existe des procédés industriels photochimiques. Je vous ai donné quelques exemples ici qui concernent l'industrie de la chimie fine aux spécialités ou la bulk chemistry. Les plus connus ont trait à la synthèse de la vitamine, à la synthèse de l'oxyde de rose ou à des réactions radicalaires de type photochloration ou photobromination. Et vous avez voilà un peu des chiffres, 30 mégawatts qui ont été estimés par Esther Oliveros et André Braun il y a une dizaine d'années, donc c'est pas négligeable. Malgré ces quelques exemples emblématiques, on doit constater que les procédés photochimiques n'ont pas connu la transposition industrielle qu'on aurait pu espérer. Et qu'ils ont même parfois mauvaise réputation ou qui sont restés totalement confidentiels. Le challenge, vous l'aurez compris, c'est la scalabilité dans le changement d'échelle de la source de photons, donc souvent artificielle, qui repose essentiellement sur l'utilisation de lampes à mercure polychromatiques extrêmement énergivores. Et la complexité de ces phénomènes couplés dont je vous ai parlé, transfert radiatif et tous les autres phénomènes de transfert, font que il est difficile de maintenir des performances quand on passe les échelles. Il est aussi à noter qu'il y a eu, je pense aussi, un manque peut-être d'un point de vue génie des réacteurs photochimiques. C'était déjà le constat de Jean-Claude André dans les années 80-90. Depuis quelques années, on assiste à une redescence de la photochimie, donc liée à un contexte bien sûr de chimie verte et aussi de nouvelles avancées dans les laboratoires de chimie organique avec en particulier la catalyse photoredox.
L'arrivée de nouvelles technologies de réacteurs, donc micro-milli structurés, continue et l'arrivée de nouvelles sources de lumière comme les LED ont permis aussi de revisiter un peu les procédés actuels et d'en imaginer de nouveaux. Donc la photochimie en flux, qui utilise ces nouvelles technologies, a connu un développement important au cours de ces dernières années, tout comme dans le domaine de la chimie orga, sans photo. Et au niveau français, la communauté se rassemble autour du GDR synthèse en flux et de la fédération INCRIS. Donc l'intérêt des micro-milli-réacteurs pour la photochimie, c'est d'abord le fait de travailler en mode continu qui permet de mieux maîtriser les temps d'irradiation et ainsi d'éviter des surirradiations des produits qui sont sensibles à la lumière, qui pourraient se photodégrader. Donc ça, c'est un avantage évident par rapport à des technologies batch. Mais l'autre avantage essentiel, c'est la petite dimension de ces réacteurs-là qui permet d'améliorer la pénétration de la lumière et donc de travailler à des concentrations en chromophore plus élevées. Et aussi, vous avez des surfaces spécifiques irradiées qui sont largement supérieures à celles dans des réacteurs batch conventionnels. En plus, vous bénéficiez des avantages en termes d'intensification de transfert si vous avez des réactions polyphasiques. Donc l'intérêt est de combiner ces technologies de la chimie en flux avec des LED. Les LED offrent l'avantage d'être quasi monochromatiques, donc vous êtes capable d'envoyer uniquement les photons utiles pour la réaction et cette sélectivité spectrale permet d'atteindre une meilleure sélectivité chimique tout en augmentant les efficacités énergétiques. Aujourd'hui, les LED sont bien déployés dans le domaine de l'UVB et du visible. Les LED dans l'UVC, donc en dessous de 300 nanomètres, font leur apparition. Elles restent actuellement peu puissantes et relativement chères, mais d'ici quelques années, elles vont arriver au niveau des autres LED. Donc, tous ces avantages font que il y a eu une grosse dynamique de recherche dans ce domaine de la photochimie en flux, en particulier à petite échelle. Ça a boosté le développement de technologies commerciales, en particulier pour des échelles qui sont compatibles avec des productions dans des industries type chimie fine ou pharmaceutique, dont les plus emblématiques sont les réacteurs Corning qui ont des canaux avec ces fameux motifs en cœur. Et on note aussi des exemples industriels de photochimie en flux, en particulier chez Merck, pour de la synthèse de molécules actives. Dans ce contexte-là, les travaux que nous développons au laboratoire de génie chimique visent à évaluer de manière un peu rationnelle les potentialités de ces technologies pour intensifier des synthèses photochimiques et cela passe par le développement de stratégies génériques pour attaquer ces questions de transposition batch continue ou de changement d'échelle. Pour cela, nous développons des modèles de connaissances pour décrire le couplage transfert radiatif cinétique photochimique et cela passe par le développement de réacteurs de laboratoire qui nous permettent de travailler dans des conditions parfaitement contrôlées, en particulier en termes de flux de photons. Donc, nous avons différents types de panneaux de LED dans lesquels nous pouvons parfaitement moduler l'intensité du flux de photons et nous caractérisons le flux de photons incident qui est vraiment la condition aux limites dans nos modèles par des méthodes actinométriques et radiométriques.
Donc, au fil des années, nous avons appliqué ces méthodologies à différents sujets d'études, mais j'ai choisi aujourd'hui de me focaliser, pardon, sur les réactions de photo-oxygénation parce qu'elles sont assez emblématiques de cette interface entre chimie et physique. Donc, l'oxygène cingulé, vous ne savez peut-être pas ce que c'est un oxydant puissant et sélectif qui est produit par photosensibilisation de l'oxygène. Donc, cela nécessite l'utilisation d'un photosensibilisateur qui va absorber les photons et, dans un état excité triplé, transférer son énergie à l'oxygène pour produire cet oxygène singulier qui est particulièrement intéressant en synthèse organique pour la formation d'oxétane, d'hydroperoxyde ou d'endoperoxyde. Donc industriellement, on a des applications dans le domaine de l'industrie des parfums, des arômes ou de l'industrie pharmaceutique. Classiquement, c'est des réacteurs de type batch qui sont utilisés, irradiés avec des lampes à mercure. Donc, dans le cadre de 2 projets ANR, nous avons essayé de voir si les technologies microstructurées éclairées par des LED pourraient être un bon levier pour intensifier ces réactions. Et nous avons décidé aussi de hétérogénéiser le photosensibilisateur pour faciliter sa séparation du milieu réactionnel et surtout pour pouvoir le recycler. L'intérêt aussi était de pouvoir travailler avec des solvants verts et d'améliorer la photostabilité de ces photosensibilisateurs. Donc, nous nous sommes focalisés sur une réaction de photooxygénation modèle qui est la synthèse de l'ascaridole à partir de l'alpha-terpinène. Nous avons choisi comme photosensibilisateur le rose de Bengale. Il a l'avantage d'absorber dans le visible, ce qui est intéressant en vue d'une application photochimie solaire, mais aussi il est peu coûteux et utilisé industriellement. Dans un premier temps, nous avons acquis une base de données en solubilisant ce photosensibilisateur dans le solvant, l'éthanol, et nous avons mis en place des modèles pouvant décrire les performances dans des réacteurs que vous avez, comme vous avez ici à gauche, spiralés, donc typiquement c'est 1 mm de diamètre, ou dans des équipements commerciaux comme le Vaportec ou à plus grande échelle dans le réacteur Corning. Pour hétérogénéiser ce photosensibilisateur, nous avons travaillé avec des collègues de l'IPREM et l'équipe de MODE-SAV qui ont greffé de manière covalente ce rose de Bengale, tout d'abord dans des microgels. Nous avons mis en évidence l'excellente réactivité de ces microgels dans des réacteurs de chimie en flux, une très bonne stabilité et des niveaux de photoblanchiment plus faibles qu'avec le rose de Bengale libre. L'inconvénient de cette première génération de colloïdes polymères était que de par leur synthèse dans un procédé de polymérisation en mini-émulsion, il était difficile de contrôler leur taille et le loading en rose de Bengale. Cette synthèse impliquait également des tensioactifs et elle était réalisée dans l'eau, ce qui obligeait à faire un changement de solvant avec des problématiques de physico-chimie qu'il peut y avoir quand on travaille avec des nanoparticules comme ça en suspension. Dans un second projet ANR, nous avons donc travaillé avec des colloïdes plus avancés de type cœur-coquille qui sont synthétisés dans l'éthanol. Grâce à l'expertise des collègues de Pau et en particulier dans toutes les techniques d'ingénierie macromoléculaire, qui mettent en œuvre donc, des techniques de polymérisation Raft et PISA, il a été possible de moduler la taille de ces colloïdes cœur-coquille et également leur teneur en rose de Bengale, ce qui n'était pas le cas pour la première génération. Et ainsi,
Nous avons pu, donc, dans nos réacteurs de laboratoire, donc, dans lesquels ces suspensions colloïdales sont mises en œuvre dans des écoulements de Taylor, caractériser la réactivité de ces colloïdes en travaillant avec une même concentration en rose de Bengale. Donc vous avez ici différents types de colloïdes qui ont différents diamètres, différents landings. Et quand on travaille à même concentration en rose de Bengale, on voit qu'ils présentent une très bonne réactivité, quel que soit leur design, puisqu'on atteint une conversion totale en quelques minutes. Nous avons développé aussi un modèle cinétique de représentation pour décrire ces évolutions de cinétique photochimique et nous nous sommes intéressés aussi aux mécanismes qui peuvent générer du photoblanchiment de ce rose de Bengale. Dans un deuxième temps, nous avons développé un procédé d'ultrafiltration qui permet de séparer ces colloïdes en sortie de réacteurs. Et donc là, on a montré qu'il était possible de très bien séparer ces colloïdes et cela même en présence d'un écoulement de Taylor gaz liquide. Cet ensemble nous a permis de poser les bases pour une conduite d'un procédé de photooxygénation intensifié qui intégrerait le recyclage de ces colloïdes. Donc ça, c'était les travaux de thèse d'Axel Desriac. Dans le cadre de la thèse d'Eduardo Fontana Lazzari, qui est financée par le PEPR Splin et son projet EcoChem, nous avons voulu aller plus loin dans la compréhension de cette loi cinétique de photooxygénation. Et pour cela, Eduardo, donc en collaboration avec les collègues de l'Institut Pascal et la société Mesostar, développe un logiciel en libre accès qu'on appelait Star4 qui résout l'équation de transfert radiatif par la méthode de Monte-Carlo dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a vocation à être utilisé quelle que soit l'application en photoréacteur. Donc les simulations qui seront faites du transfert radiatif et donc la vitesse volumétrique d'absorption des photons, la fameuse grandeur dont je vous parlais au début de cette présentation, sera résolue et déterminée par ces algorithmes de Monte-Carlo et nous confronterons les résultats avec des expériences dans un réacteur parfaitement caractérisé d'un point de vue de transfert radiatif qui est le réacteur thorique que vous avez ici. Voilà, donc là, après un premier exemple où c'était vraiment à l'interface avec des collègues chimistes, ici, on est vraiment en interface avec la communauté de la physique des transferts radiatifs et voilà. J'en suis au terme de ma présentation, donc j'espère vous avoir convaincu que pour attaquer les questions de génie des photoprocédés, il est vraiment important de déployer des approches multidisciplinaires et pour les intégrer dans nos outils du génie des procédés. Parce que on doit, pour prédire les performances de ces photoprocédés, être capable de décrire ce couplage entre transfert radiatif et cinétique. Et donc l'application dont je vous ai un peu plus parlé par la suite concerne la photochimie et son application en synthèse organique, qui est particulièrement intéressante dans un contexte de chimie verte et pour laquelle les technologies millistructurées continues éclairées par des LED peuvent offrir de nouvelles perspectives en termes d'intensification et de transposition à l'échelle industrielle. Je remercie l'ANR et le PEPR Splin et son projet EcoChem qui ont financé les travaux dont je vous ai parlé et mes collaborateurs au laboratoire de génie chimique à l'IPREM de Pau et à l'Institut Pascal et je vous remercie aussi pour votre attention. Merci beaucoup, Karine. Donc, on va passer à la session de questions. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le Q&A, donc n'hésitez pas à déposer vos questions. Moi, j'avais une petite question, j'ai idée procédé. Quid du passage à l'échelle industrielle, de l'extrapolation? Alors,
comme tu as parlé de réacteurs intensifiés, de milliréacteurs, donc je suppose qu'il y a la parallélisation. Si on augmente en taille, on va peut-être baisser on va dire, une uniformisation de la radiation. Donc, est-ce qu'il y a des petites règles qui se dégagent après pour extrapoler ces types de réacteurs? Ce qui est sûr, c'est que ces technologies millistructurées ne peuvent pas remplacer tous les procédés industriels photochimiques qui existent, puisqu'il y en a beaucoup, c'est des productions, des tonnages qui sont trop importants pour que ces réacteurs puissent les encaisser. Mais pour des productions, donc dans des industries type pour des molécules de haute valeur ajoutée, en fait, ils peuvent être intéressants et la stratégie est plutôt dans une petite montée en échelle. Typiquement, on abandonne le micron et on passe plutôt à des canaux millimétriques, comme dans le réacteur Corning. Donc, Corning maintenant propose différentes échelles de réacteurs, dont leur G3 qui permet quand même une montée en échelle qui peuvent être indifférentes. Donc, je pense que la parallélisation, tout le monde en est un peu revenu. Donc, on est plutôt dans ce smart scale-up où on monte plutôt à des échelles millimétriques. Sur le QNR, là, je vois, il y a des questions qui arrivent. Il y a une question notamment sur la nature des colloïdes cœur-coquille que tu utilises. Oui, c'est des. Alors, j'aurais pu remontrer mes slides, mais c'est des structures en métacrylate et tacrylate, voilà, qui sont. Alors, la deuxième génération, je ne sais pas si je représente mes slides. Ce travail a été publié récemment, voilà. Donc ça, c'est tout un savoir qui est par les collègues de l'IPREM. Donc typiquement, c'est des structures qui sont autour de, je suis passé vite, hein, c'était 100-200 nanomètres en taille. Et vraiment, le rose de Bengale, ce qui est intéressant, est vraiment greffé sur la coquille, ce qui permet de favoriser le contact avec tous les autres réactifs. Et il est vraiment greffé en quantité très petite, donc il y a un côté aussi très sustainable, puisqu'on n'a pas beaucoup besoin de photosensibilisateurs pour atteindre des réactivités intéressantes. Merci Karine, il y avait une autre question plutôt orientée catalyseur hétérogène ou même matériaux qui demande en fait s'il y a des variations importantes de rendement entre les différents batchs de catalyseurs hétérogènes en termes, j'imagine, d'activité ou de sélectivité. Oui, alors c'est des choses, en général, on le quantifie par des mesures de rendement quantique de production de l'oxygène singulé. Et en général, on a le fait d'hétérogénéiser le photosensibilisateur, on a toujours des rendements qui sont un peu plus faibles que quand il est solubilisé dans le solvant. Donc typiquement pour le rose de Bengale, dans l'éthanol, c'est 0,7 le rendement quantique de production de l'oxygène singulé. Avec les colloïdes, on est plutôt à 0,5, 0,6. Mais les études de réactivité qu'on a fait en flow semblent montrer que finalement, même s'il y a des différences en termes de rendement quantique de production d'oxygène singulé, ça semble pas trop impacter la réactivité de ces objets. Juste peut-être le temps d'une dernière question. Alors il y en a d'autres, je te laisserai répondre Oui. dans le QNR si on manque de temps. Il y a notamment une question sur est-ce qu'il y a des exemples de réactions aujourd'hui qui sont difficiles ou impossibles à faire en chimie classique et qui justement peuvent se faire en photochimie? Est-ce que tu as avant de ça ou... Oui, alors oui, oui, ça c'est le. Ben, il y a. Alors là, c'est difficile de répondre, mais je pourrais donner des références à l'appui. Mais il y a des synthèses en particulier avec des molécules, avec des cycles complexes très tendus, des réactions de cycloaddition, des choses comme ça, où c'est uniquement possible par voie photochimique qu'on peut pas faire par des voies thermiques ou alors au prix de beaucoup d'étapes avec des groupes, enfin, en rajoutant des trucs pour protéger, des protégés, etc. Donc, Sur là, la, je peux donner des refs, voilà, ah, qui illustrent. probablement qu'en photo-oxydation, effectivement, il y a peut-être des possibles. Vous arrivez peut-être à faire des choses qu'on a plus de mal à faire en catalyse d'oxydation classique, ouais. Je pense, ouais. Alors oui, sur l'aspect oxydation, donc avec l'oxygène singulier,
parce qu'il a une sélectivité que n'a pas l'oxygène classique. Donc, pour les synthèses, je pense, d'endoperoxyde ou d'hydroperoxyde, ça doit être plus compliqué ou plus, moins économe, en tout cas en atomes, que des voies classiques, quoi. Et Les juste un exemples dernier. qu'on donne, Enfin, oui, pardon. non, vas-y. Non, non, les exemples qu'on donne, hormis les exemples oxydation dont on vient de parler avec l'oxygène singulé, c'est souvent sur la formation de cycles un peu tendus. Les réactions N, les dialdères, sont des réactions qu'on fait photochimiquement, mais à mon avis, qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Ok. Et juste pour préciser sur la question d'avant, effectivement, donc c'était une question sur les catalyseurs hétérogènes. En fait, ça s'orientait plus sur la répétabilité en fait entre les lots. Par exemple, si tu fais différents lots de catalyseurs hétérogènes, finalement, est-ce que tu observes des différences en termes, je sais pas, de réactivité, de sélectivité? Quelle est la sensibilité en fait quelque part de la méthode de préparation du catalyseur? Oui, alors là-dessus, je peux l'attester puisque c'était un projet collaboratif ANR de 3 ans. Donc, les collègues de l'IPREN nous ont envoyé différents lots au cours de ces 3 ans et il n'y a pas de variation. Alors, peut-être que le diamètre hydraulique n'est pas exactement les verts et peut varier à quelques nanos, mais en termes de réactivité, toutes ces techniques RAF, PISA permettent quand même un contrôle extrêmement fin des objets qui sont in fine extrêmement robustes en fait, quelles que soient leurs caractéristiques. Donc c'est vraiment une force de ces objets-là, je pense, hein. Merci Karine. Je vois l'heure qui passe. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Je t'invite peut-être, Oui, tu peux y je vais les répondre en regarder. direct par Ouais, écrit si besoin. Et puis, merci beaucoup pour ta présentation très merci. claire et Merci passionnante. à vous de l'invitation. Et je redonne donc la parole à Patrick. Merci beaucoup, Karine. Donc merci pour cette présentation et pour les éclairages sur ces différentes questions. On va passer à la présentation de Frédéric Lamati. Donc, on passe sur une autre technique d'activation, donc qui est la mécanochimie. Donc, Frédéric Lamati est directeur de recherche au CNRS. Il travaille à l'Institut des biomolécules Max Mousseron à Montpellier. Donc, Frédéric, merci beaucoup déjà de participer. Et donc, il va nous faire une présentation sur la mécanochimie, le broyage, l'extrusion réactive pour une synthèse sans solvant. Donc, on est pile poil dans la chimie verte. Alors, bonjour à tous, bonjour Patrick, bonjour. Enfin, je vais surtout remercier Patrick et Jérôme pour l'invitation à présenter un petit peu ce qu'on fait en François. mécanochimie. Comment? Et François. Ah oui, ah oui, régulièrement. Désolé François, désolé, je continue. J'ai Et l'habitude. C'est comme la biscotte qui tombe toujours côté beurre. Je dois avoir le politesse à ma petite Jérôme. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. je pense que tu as l'habitude. Oui. Oui. Et donc, oui, vraiment d'avoir pensé à moi pour faire cette présentation en mécanochimie. Et alors, par rapport à ce qui était présenté précédemment, donc on était plus, Karine, plus du côté génie chimique, on va dire. Moi, je suis chimiste organicien de formation, donc ça va être plus de la chimie. Mais par rapport à ce qu'on fait, on a des préoccupations un petit peu qui vont vers le génie chimique parce que les techniques que l'on développe, que l'on utilise, elles pourraient et elles ont et elles auront des applications à plus grande échelle dans énormément de domaines. Donc, ce que j'ai juste commencé par faire, c'est remettre un peu le travail que je vais vous présenter un peu dans le contexte de l'activité de notre équipe au sein de l'Institut des biomolécules Max Mousseron, donc localisé à Montpellier, où le but, c'est ultime, on va dire, c'est de découvrir des molécules qui permettraient de soigner les plantes, les animaux et les hommes et femmes. Et donc aller vers le médicament, mais le long de ce trajet, on fait de la chimie, de la pharmacologie, de la biologie, et on arrive parfois jusqu'au médicament, puisqu'actuellement, il y a 2 molécules médicaments qui sont sur le marché, qui proviennent des travaux de l'IBMM. Alors, au sein
de l'Institut, donc l'équipe dont je suis responsable, en fait, Chimie verte et technologies innovantes, s'intéresse donc à de la chimie principalement organique et organométallique, mais vu nos activités, notamment au point de vue technologique, en fait, on travaille de plus en plus, et notamment en collaboration, dans pour des synthèses d'autres types de molécules dont on n'est pas obligatoirement spécialiste a priori. Et donc, euh, vraiment, notre tâche est vraiment, le but, c'est de développer des synthèses plus propres de ces molécules avec différentes technologies. Et celle dont je vais vraiment parler aujourd'hui, c'est la technique de mécanochimie que l'on étudie depuis un certain nombre d'années pour essayer de fabriquer de nouveaux composés. Alors, pour entrer directement dans le sujet, euh, je vais donner la définition de la mécanochimie, un mot qui est apparu à la fin du 19e siècle, surtout en chimie du solide, puis qui a été réutilisé plus récemment. Et finalement, le UPAC, dans les dernières années, on a donné une définition qui, je pense, est en train d'être retravaillée d'ailleurs, puisqu'il y a eu tellement de travaux et de développement dans ce domaine. Et c'est principalement le fait d'effectuer une réaction chimique induite par l'absorption directe d'énergie mécanique. Donc ça, c'est quelque chose de très général. Et d'ailleurs, je vais profiter de parler de cette généralité pour dire que j'ai beaucoup me focalisé sur de la chimie de synthèse de molécules assez particulières, mais en fait, de plus en plus, on voit que les applications sont vraiment très diverses et très variées, et je dirais probablement sans limite. La, la mécanochimie est peut-être pas adaptée pour toute la chimie que l'on veut faire, une chimie de synthèse ou une chimie pour détruire des molécules, parce qu'il y a par exemple toute une chimie actuelle importante en tout ce qui est dépolymérisation, et notamment, par exemple, un sujet qui est très couru actuellement, c'est la dégradation des PFAS, qui est un problème actuel de pollution. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites, mais encore beaucoup qui sont à faire. Et je pense qu'on ne peut que conseiller de penser à cette approche pour toute chimie que vous seriez en train de développer. Pourquoi pas utiliser la mécanochimie? Alors, comment on induit cette absorption d'énergie mécanique pour faire des réactions chimiques? Mais en fait, on va utiliser différents appareils. Alors, ça remonte vraiment dans la nuit des temps, c'est le mortier, le pilon. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on peut considérer lorsque l'on se lance même dans la mécanochimie. Faire quelques essais avec un mortier et un pilon peuvent déjà donner des idées. Mais il y a des appareillages un peu plus, euh, on va dire, mécaniques, pas automatisés, mais qui permettent vraiment d'utiliser donc l'énergie électrique transformée en énergie mécanique pour pouvoir vraiment faire de la chimie, dont notamment des broyeurs type vibrant ou planétaire. Je parlerai aussi d'extrudeuses et je voudrais juste dire un mot sur une technique qui se développe de plus en plus actuellement, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est l'utilisation d'ondes sonores en fait pour faire du mélange à haute énergie et finalement là aussi pouvoir faire de la synthèse ou d'autres types de réactions à petite échelle avec l'appareillage que vous voyez en haut à droite ou à plus grande échelle avec le développement de pilotes qui permettent d'utiliser ces ondes pour faire de la chimie. Donc, pour résumer les avantages de la mécanochimie, ce qui nous a amené par là et ce qui reste vraiment un avantage important, c'est l'utilisation pas du tout, de très peu de solvants. Donc, ce qui va permettre à la fois donc, de réduire les coûts et diminuer les déchets, mais aussi de résoudre des problèmes de solubilité que l'on peut avoir dans les synthèses. Le point important aussi, c'est que les synthèses sont souvent plus rapides, ou tout ce que l'on met en œuvre est beaucoup plus rapide. On peut gagner du temps et de l'énergie. Elles sont
si on les met bien au point, on peut arriver aussi à avoir des synthèses plus efficaces que celles qui ont été développées en solution. Là aussi, ce qui va permettre de simplifier les opérations et faire des économies. Et puis finalement, un point important qu'on ne peut pas obligatoirement donc ça peut pas être obligatoirement un but de projet parce que c'est un petit peu compliqué à trouver, mais c'est qu'il y a des différences de réactivité et finalement on peut trouver des résultats, obtenir des résultats auxquels on ne s'attendait pas, qui sont différents des conditions conventionnelles de réaction. Alors, au point de vue juste matériel pour le broyage à billes, voici les broyeurs que l'on utilise, des broyeurs vibrants avec des mouvements de translation, donc des bols cylindriques dans lesquels on met une bille ou plusieurs des bols de différentes matières, où l'on introduit des réactifs produits de départ et composés de départ pour en fin d'agitation espérer obtenir un produit. Donc le broyeur vibrant. Le broyeur planétaire, là c'est plutôt des bols qui sont en position verticale, placés sur une roue qui tourne donc sur elle-même et elle-même placée sur une plus grande roue, donc d'où le nom de planétaire comme le mouvement de la Terre autour du Soleil. Là aussi, on introduit réactifs composés de départ et des billes pour avoir cette agitation à haute énergie et espérer obtenir le produit que l'on souhaite. Alors, comme je le disais en introduction, on peut vraiment appliquer ceci à énormément de chimie, vraiment tout domaine, polymère, inorganique, catalyse, vraiment tout. Et peut-être tout ne fonctionnera pas, mais ça peut être appliqué. Et pour notre part, ben, on fait beaucoup de synthèse et on fait de la synthèse organique vers des molécules bioactives. Et donc, les deux exemples principaux que je vais présenter bah, proviennent de nos travaux de recherche. Et principalement, je vais parler de composés organométalliques, donc de façon assez rapide, mais pour montrer comment on travaille pour pouvoir les fabriquer, et aussi éventuellement quelles sont les pistes pour pouvoir monter en échelle pour fabriquer ces produits-là. Donc, composés organométalliques et aussi la synthèse de molécules organiques que sont les amides. Les amides. Alors, les composés organiques, organiques complexes organométalliques dont j'ai parlé, en fait, ce sont des composés très connus maintenant en chimie qui sont des complexes ayant pour ligand un ligand N-hétérocyclique, NHC, donc qui ont cette formule-là. Ils ont vraiment des applications en catalyse, mais aussi des applications biologiques, des applications dans les matériaux. Et ce qu'on a développé il y a maintenant une dizaine d'années, donc quelque chose qui était très pratique à développer dans un broyeur à billes, c'est la synthèse euh, à partir du ligand, on va dire à partir de la molécule organique ligandée pour obtenir ce complexe. Et ceci en commençant par une molécule de type imidazole. On peut très facilement effectuer donc dans un broyeur à billes, comme je l'ai présenté, les appareils que j'ai présentés précédemment, une alkylation pour obtenir ce ligand modifié. Ensuite, on rajoute un sel d'argent pour toujours dans le broyeur obtenir le complexe d'argent. On peut donc qui intègre tout ce que l'on a introduit dans le broyage. Donc on peut obtenir très facilement ce composé-là que l'on peut récupérer du bol de broyage. Et ce qui est aussi très pratique, c'est qu'on peut effectuer ce type de réaction en un seul pot, donc dans un seul bol de broyage, en deux étapes pour obtenir cette molécule-là. On peut aussi continuer vers d'autres types de complexes en effectuant des réactions de transméthylation, ici à l'or, et obtenir un autre complexe de façon très facile. Et là aussi, on va pouvoir, en un seul pot, effectuer trois étapes, donc à partir de la molécule organique ici, la modifier, synthétiser le premier complexe organométallique et récupérer le deuxième de transméthylation, donc chaque fois en utilisant un seul réactif, un seul bol de broyage. Alors,
La montée en échelle par rapport à ces réactions-là, on peut utiliser des broyeurs de plus grande taille. C'est ce que l'on a fait. Donc, il existe sur le marché, notamment pour les laboratoires de recherche, mais un peu des broyeurs où, en fait on augmente le volume pour avoir des plus grandes quantités de produits, sachant qu'on n'a pas de solvant. Donc, c'est vrai que le volume utilisé est vraiment on n'a pas besoin d'avoir de très grands réacteurs pour vraiment faire des grandes quantités de produits. Je voudrais juste présenter un des résultats, non pas de notre laboratoire, mais ce qui a été fait par nos collègues en Slovaquie, de- l'équipe du professeur Balázs, qui en fait s'est intéressé à la synthèse de composés inorganiques, donc à partir des métaux, des réactions d'oxydoréduction, en fait, en utilisant tout simplement des poudres. Et là, c'est un exemple de cette transformation de ces précurseurs en produits. Et ceci est effectué dans des broyeurs industriels. Donc, celui-ci, je pense, c'est jusqu'à 30 litres de capacité. Donc, on imagine la quantité de composés que l'on peut synthétiser. Donc, ça s'exprime en kilogrammes. Et donc, en utilisant ce type de broyeur-là qui est mis à disposition. Si on revient à la synthèse organique, nous, on s'est intéressé à développer des systèmes des réactions pour pouvoir synthétiser des produits d'intérêt, donc pas comme par exemple le teriflunomide, c'est un médicament qui permet de soulager les symptômes de la sclérose en plaques. Et en fait, on effectue la synthèse de la liaison amide dans le broyeur à billes avec des composés peu nocifs. Et on va dire en 2 étapes, euh, on obtient avec de bons rendements le produit espéré. Et notamment dans tout le développement de ce procédé à notre échelle, on n'utilise aucun solvant organique. Tout est fait absolument sans solvant, et y compris la récupération du produit qui se fait par précipitation dans l'eau et filtration. Mais le problème de cette approche, quand on travaille en solvant organique, est différent de ce que je vous ai présenté juste avant, avec composés plus inorganiques qui généralement sont des solides, qui vont donner des solides relativement faciles à manier dans un broyeur. Le problème que l'on a, ben, c'est que très souvent, ce que l'on a dans le bol de broyage en travaillant en chimie organique, en sortie de broyage, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ce sont des mélanges qui sont pas solides, c'est des mélanges relativement qui sont mous, qui collent de la même façon que de la pâte à pain. Et donc, il va falloir récupérer du bol de broyage et généralement par l'intervention de solvants. Donc, une possibilité, en fait, c'est d'utiliser un autre type d'appareillage pour pouvoir effectuer la montée en échelle qui n'est pas envisageable dans des plus gros broyeurs. Et c'est d'utiliser des appareillages de type d'extrudeuse. Donc là, vous avez une extrudeuse qui va permettre de fabriquer des spaghettis. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser de cette façon-là où on va préparer le mélange réactionnel. On va avoir une réaction dans l'extrudeuse pour en sortir, récupérer le produit que l'on souhaite obtenir. Alors, c'est juste aussi, là, je mentionne que l'idée, en fait, c'est de pouvoir à la fois réunir ce qui est fait en broyage, donc qui est plutôt du batch hein, quand on utilise des solides, et ce qui est fait aussi en continu, donc ce qui est développé énormément, on va dire, dans l'industrie, mais souvent continu, liquide ou en solution, où il est difficile de travailler avec des solides ou des produits plus concentrés. Et donc là, l'extrudeuse va permettre de réunir ces deux mondes et de synthétiser de façon facile et en continu toutes sortes de familles de composés. Alors juste, je cite que c'est pas que pour fabriquer des spaghettis qu'est utilisée l'extrudeuse. En chimie, c'est déjà connu dans la chimie des polymères et aussi pour fabriquer les polymères, mais ça reste relativement récent. On va dire ce qu'on appelle extrusion réactive, où à la fois on va vraiment utiliser l'extrudeuse comme un réacteur pour faire des composés. Donc là, je cite les travaux de Véronique Bounand-Legarrey à Lyon,
où ils fabriquent des polyimides directement dans l'extrudeuse avec bon, des vis bien particulières pour effectuer ce travail-là. Alors, il y a quelques années, en fait, ce qui a vraiment poussé tout le travail de l'extrusion réactive vers ce que l'on peut utiliser maintenant, ce sont des travaux qui ont eu lieu dans, en fait, le domaine des MOF, donc bien connu, et surtout cette année avec le prix Nobel, qui a reconnu tout ce travail-là. Et en fait, on peut, pas en broyeur, on peut fabriquer des MOF, donc ces structures-là, à partir de ligands et de composés métalliques, mais on peut aussi les fabriquer par extrusion réactive. Donc ça, c'est un des premiers exemples vraiment de produits autres que de polymères qui a été fait par extrusion réactive. Et ont été créés à partir de ces travaux-là, dans les travaux de Stuart James à Belfast, une première entreprise, MOF Technologies, maintenant Nuada, qui travaille sur la décarbonisation des procédés, le piégeage de carbone. Ils fabriquent les MOF par extrusion réactive. Quelques temps plus tard, en fait, ont été développées aussi des réactions organiques pour fabriquer des composés organiques en utilisant une extrudeuse. Et en fait, le principe, eh ben, on a une vis sans fin, on va dire, on introduit des réactifs qui vont être transportés le long de la vis, les forces mécaniques s'exercent, réactivité chimique, et finalement, on obtient un produit. Donc, je vous montre cette diapo parce que l'appareil que l'on utilise, c'est une extrudeuse qui est verticale, donc 90 degrés par rapport à celle-là, et qui est de plus petite taille, 2 millilitres, qui nous permet de travailler en laboratoire. On est en chimie fine, ça reste relativement cher, et qui a aussi l'avantage d'avoir une possibilité d'effectuer une recirculation, une boucle de recirculation, ou de récupérer le produit en fin de réaction si on le souhaite. Donc là, juste une image un peu plus détaillée de l'extrudeuse, donc avec en fait une porte que l'on referme sur cette partie-là pour vraiment avoir ce réacteur dans lequel on va faire de la chimie avec les vis ici présentes. Et donc la chimie que l'on a fait, je reviens à ce qu'on a développé, c'était cette chimie des amides, le terriflunomide que je vous ai montré tout à l'heure, essayer de le développer dans l'extrudeuse en utilisant des réactifs de couplage et un tout petit peu de solvant pour permettre la circulation dans l'extrudeuse, utiliser des réactifs peu toxiques pour fabriquer ce genre de molécules. Et je vais vous montrer juste un résultat final qui est la synthèse de ce produit-là, le moclobémide, qui est un anxiolytique, et qu'en fait, on peut donc synthétiser de façon continue. On introduit ces composés-là dans l'entonnoir de l'extrudeuse, et en bas d'extrudeuse, on peut récupérer le produit donc brut sous cette forme-là. Après recristallisation, on obtient la molécule souhaitée, et en fait, en 2 minutes de production, on obtient 11 grammes de cette molécule. Un autre exemple, c'est celui de peptides. Donc, de la même façon, pour vous montrer qu'on a travaillé aussi avec des entreprises comme Polypeptides, soutenues par l'Institut Carnot aussi, pour aller plus loin dans ces applications d'extrusion réactive pour faire des molécules. Et là, c'est surtout un exemple pour vous montrer en fait ce qui se passe en sortie d'extrudeuse, c'est-à-dire que de la même façon que la machine à nouilles, on extrude ici un spaghetti qui en fait correspond au mélange donc, qui a été obtenu lors de l'extrusion. Donc la formation du dipeptide, c'est cette liaison amide qui a été formée. Et en fait, on verse ce spaghetti en fait dans une solution d'acide phosphorique. Donc là, on a évité tout ce qui est aussi des acides fluorés qui posent maintenant problème pour obtenir ce dipeptide qui, à l'arrivée, en fait, est assez connu, enfin, est bien connu puisque c'est un édulcorant, l'aspartame, qui permet de remplacer le sucre dans les boissons ou autres, même s'il est moins utilisé actuellement. Et donc, en faisant ça, on arrive à notre échelle, avec la petite extrudeuse que nous avons, à produire 56 grammes de l'aspartame en 8 minutes 40, une productivité de 8 kilos par jour et finalement une diminution des déchets. Donc là, je n'ai pas parlé de PMI, mais c'est un petit peu le Process Mass Intensity qu'on pourrait citer, diminué à 12 kilos par rapport à ce qui est classiquement utilisé, 200 kilos, parce qu'il y a la présence très importante des solvants dans ces procédés.
Et pour terminer, je vais Il reste présenter un environ petit deux peu. trois minutes Oui, oui, là j'ai pour finir fini. Donc le timing. je finis juste avec une ouverture, donc réacteur activé, ce que j'ai appelé un peu réacteur activé 2.0. C'est-à-dire que je vous ai présenté ces réacteurs en, on utilise l'acier, mais il y a d'autres, acier inoxydable, mais il y a d'autres matériaux. Et en fait, on a développé des nouveaux réacteurs en résine époxy que vous voyez ici, alors sous cette forme-là, ils sont transparents. Ça va nous permettre donc, en plus de faire la mécanochimie, d'aller rajouter une possibilité d'activation. Donc, ce qu'on a vu précédemment présenté, donc de la photochimie, on va faire de la mécanophotochimie en irradiant ces réacteurs transparents, toujours en l'absence de solvant. On va pouvoir aussi, ce qu'on a fait récemment, c'est préparer des réacteurs fonctionnalisés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fonctionnaliser les surfaces de ces réacteurs en les modifiant, ici par exemple, en le modifiant avec une amine, comme la piperazine, ce qui va nous permettre de faire notamment de la catalyse et de l'organocatalyse supportée dans nos réacteurs de broyage. Et le dernier exemple, ce sont de doper des réacteurs, donc un réacteur de forme différente avec un colorant qui va absorber le proche infrarouge, ce qui permet, avec une irradiation donc dans l'infrarouge, de chauffer le réacteur, donc à la fois faire de la mécanochimie et de la thermochimie et de réunir ces deux mondes. Donc pour terminer, euh, donc il y a beaucoup d'avenir, je pense, pour cette technique et notamment c'est vraiment le travail à faire actuellement, génie des procédés et aller vers l'industrialisation, c'est en train de se faire. Et je terminerai par remercier toute l'équipe, les gens qui ont présent, enfin qui ont fait tout le travail et les financeurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, François Jérôme a dû nous quitter. Il est vraiment désolé, mais il était invité à un jury de thèse, donc il devait prendre le train. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On peut passer aux questions-réponses. Alors, donc une première question, c'est avez-vous un retour d'expérience sur les technologies résonant acoustique, mixing ou speed mixer? Alors, nous, non, mais on a des collègues, notamment, il faut garder les activités de collègues très connus en mécanochimie de l'équipe de Tomislav Fricic à Birmingham, et en fait, et d'autres aussi à Birmingham, où en fait, ils développent de la chimie de synthèse, donc ils ont fait notamment, par exemple, de la métathèse des oléfines, mais ils font aussi des matériaux à propos de cuivre, à base de cuivre. Et en fait, ils ont des très bons résultats sur ces synthèses-là dans des petits appareils, comme je vous ai montré, voilà, Resonant Acoustic Mixing. Mais ils sont aussi en train de développer à plus grande échelle avec ces entreprises qui fabriquent ces appareils-là, des pilotes en fait, parce qu'on peut faire aussi, il y a des systèmes pour faire aussi du continu avec ces activations-là. Et ils sont en train de développer ça pour pouvoir évaluer en fait. Voilà. Euh, Évaluer à plus grande échelle si c'est viable et si ça peut fonctionner, mais ça a l'air assez prometteur. Une autre question, la synthèse énantiosélective est-elle envisageable par la mécanochimie? Tout à fait, on en a fait il y a une dizaine d'années. On a utilisé des catalyseurs de transfert de phase, alors chiro, là sans solvant, donc, et donc avec des résultats importants. Et récemment, il y a d'autres travaux qui poussent un peu plus les choses, et en fait, on peut tout à fait en faire, et avec des résultats différents de la solution. Et et parfois, dans certains cas, bon, il faut le mettre au point, mais aussi bon, en fait. Voilà, au même niveau. D'accord. J'avais une question un peu plus générale, mais est-ce qu'on peut arriver à une typographie des réactions qui sont faisables par mécanochimie? Est-ce qu'on a des grandes caractéristiques? Mm. Alors, je pense au rôle du solvant parce que souvent, on utilise un solvant parce qu'il est polaire et donc il va avoir un rôle sur le mécanisme, sur les intermédiaires.
Donc, voilà, est-ce qu'on peut cerner, maintenant que tu as un peu plus de, enfin, ouais, Ben, de je pense et surtout, alors, point de vue du solvant, je suis pas. Alors, point de vue solvant, je ne l'ai pas dit, mais on triche un petit peu, puisque, enfin, j'ai montré sur l'extrudeuse, on rajoute des fois un petit peu de solvant. Donc, on va dire cet effet de solvant, même sans solubiliser, éventuellement, on peut l'avoir quand on fait des mélanges très très concentrés, hein. C'est le spaghetti qui sort de l'extrudeuse, mais il y a un tout petit peu d'acétate d'éthyle, donc on peut avoir ces effets de solvant éventuellement. Moi, je pense plus enfin, la limitation où là il faut travailler, c'est la barrière d'activation et à un moment, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour passer cette barrière. C'est pour ça qu'on se tourne un peu vers des approches thermiques où bah, il faut donner un coup de pouce, mécanique, mais chauffer un petit peu pour arriver vraiment au produit que l'on souhaite sur certaines transformations. On va dire mécaniquement, on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Un petit peu solvant, ça va améliorer, mais ben, il faut peut-être voilà, photochimie, thermochimie pour pouvoir vraiment, on va dire peut-être là, ouvrir à énormément de transformations et même celles auxquelles on voilà, on pense pas a priori. Voilà. Alors, lié à ça, on a le temps de prendre une dernière question. Donc, comment se fait le contrôle de la température du mélange réactionnel durant l'extrusion réactive? Ben, le contrôle, en fait, ben, on peut le contrôler dans le sens. L'extrudeuse, en fait, permet de chauffer, en fait. Et donc, on décide d'une température de réaction et c'est à cette température que se passe la réaction. Donc, l'extrudeuse, en fait, peut réguler cette réaction, notamment si c'est exothermique, endothermique, même si nous, on n'a pas fait trop l'expérience par rapport à ça. Donc voilà, après, nous, on est sur un appareil très simple, mais on est en discuter avec tous les gens qui font des polymères comme Véronique Bounan-Legar, etc. Les extruseuses sont équipées de systèmes pour vraiment réguler, enfin les plus sophistiqués, pour réguler toutes ces questions de température et vraiment adapter à la transformation souhaitée. Bon, merci Frédéric. Donc, on va passer à la présentation Merci. suivante. Donc, tu as des questions dans le Q&R, donc je t'invite à y Ouais, répondre. j'ai On regardé ça. n'a pas pu toutes les passer. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Merci à toi. Donc, on va passer à la dernière présentation, donc, qui est focalisée sur un autre type d'activation. Donc, c'est l'utilisation de plasma. Donc, on accueille Stéphanie Ognier, donc, qui est maître de conférence à Sorbonne Université et qui a ses activités de recherche donc, à l'Institut de recherche de chimie Paris. Donc, j'espère que je me trompe pas. Et donc, qui va nous faire une présentation intitulée Le plasma, une nouvelle technique d'activation pour la synthèse organique. Ben, merci beaucoup pour ton introduction et puis merci pour l'invitation surtout. Donc, alors je vais vous présenter quelque chose, peut-être c'est le thème le plus exotique, on va dire, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque je vais vous parler de plasma et puis comment un plasma peut activer des réactions chimiques. Donc, ce travail, il se déroule à l'Institut de recherche de chimie de Paris, qui fait partie de l'université PSL. Et particulièrement, il a pu se dérouler parce que nous sommes localisés depuis quelques années à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, qui est un institut pour la microfluidique et ses applications. Et vous verrez qu'on fabrique des réacteurs assez particuliers à toute petite échelle. Et donc, on a pu faire ce travail de recherche grâce à cet institut qui a notamment une plateforme de microfabrication qui nous a permis justement de fabriquer ce dont on avait besoin. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça, c'est une part essentielle de notre travail, pouvoir fabriquer nos systèmes. Alors, je vais peut-être déjà vous dire un petit peu ce que c'est qu'un plasma, et ensuite, je vous montrerai comment on peut l'utiliser pour faire de la synthèse organique. Donc, un plasma, c'est tout simplement un gaz ionisé. Alors, comment est-ce qu'on ionise de façon pratique un gaz pour nos applications? On applique en fait un champ électrique intense aux bornes d'un gaz. Et grâce à ce champ électrique intense, on va accélérer des électrons libres qui sont présents dans le milieu et on va avoir des collisions entre ces électrons et les molécules présentes.
et on va pouvoir générer une variété d'espèces très réactives dans des conditions très douces, puisqu'on est à température et pression ambiante. Alors, on va avoir beaucoup d'espèces différentes, des ions, des électrons, des radicaux, des espèces excitées, des photons. Euh, Quand on fait de la synthèse chimique avec le plasma, essentiellement, la réactivité, elle repose plutôt sur les radicaux qu'on va générer en fait dans ce milieu. Donc, je vais surtout parler ensuite d'espèces radicalaires. Et donc, avec un plasma, en partant de n'importe quel type de gaz, on va pouvoir générer des radicaux en cassant en fait ce gaz, ou en cassant des molécules volatiles d'ailleurs. On le verra ensuite. Ici, vous avez quelques exemples, hein, mais il faut retenir que finalement, on peut quasiment casser n'importe quel type de gaz. Et donc, on va pouvoir générer des radicaux. Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir utiliser ces radicaux pour faire de la synthèse organique radicalaire. Alors traditionnellement, le plasma, il est beaucoup utilisé déjà dans l'industrie pour faire plutôt du traitement de surface, pour traitement de surface qui se fait via la synthèse de couches polymères ou alors directement le greffage de fonctions en surface de polymère. Et donc ici, vous voyez un petit exemple que, eh bien, en traitement de surface, en adaptant la nature du gaz, on va pouvoir bien sûr générer différents types de radicaux. Et donc, dans le cas d'un plasma de CF4, on va pouvoir greffer des fonctions fluorées qui vont donner un caractère hydrophobe. Et dans le cas d'un plasma d'oxygène, on greffera des fonctions oxydées qui donneront un caractère hydrophile. Donc ça, c'est utilisé depuis longtemps. Ça, c'est l'application industrielle principale des plasmas. Et nous, ce qu'on voulait faire, en fait, ce qu'on veut faire, c'est utiliser ces radicaux, non pas pour fonctionnaliser un polymère, mais justement fonctionnaliser directement une molécule organique. Et donc, c'est notre objectif. Générer des radicaux à pression et température ambiante pour pouvoir fonctionnaliser des molécules organiques, donc dans des conditions très douces. Alors, quel est l'outil qu'on va utiliser pour arriver à faire ça? Eh bien, au début de cette aventure, on a passé beaucoup de temps pour designer en fait des microréacteurs plasma gaz liquide. Alors, on a un premier type de réacteur hein, qui était le réacteur historique, qui constituait qui était, on l'a appelé le réacteur biflot parce que vous voyez, c'était un réacteur dans lequel on avait le liquide, c'est-à-dire la molécule organique qu'on veut fonctionnaliser, qui est en solvant ou en phase liquide pure. Donc le liquide va circuler sur les côtés d'un canal, et puis au centre, on va avoir le gaz dans lequel on va générer le plasma. Donc ça, c'est le premier design qu'on a fait pour les réacteurs plasma gaz liquide. Voilà, donc on est en échelle, je ne l'ai pas dit, mais en échelle vraiment micro-réacteur. Je vais revenir ici, puisque vous voyez les dimensions, on est sur l'ordre de la centaine de micromètres. Ça nous permet évidemment d'avoir des transferts intensifiés pour les espèces chimiques. Et puis aussi, pour le plasma, c'est une bonne chose d'être dans des petites dimensions parce qu'on va pouvoir générer le plasma avec moins de tension. Plus c'est petit, moins il faut appliquer de tension pour le générer. Voilà, donc je vais passer parce qu'on n'a pas trop le temps pour la vidéo. Donc ici, ça c'est la première génération. Donc vous voyez cette photo où on a le plasma qui est allumé. Donc là, c'est un plasma d'oxygène, je pense, ou d'air qui fait une lumière violette. Donc voici les débits typiques qu'on utilise. Donc on est vraiment sur ici des petits réacteurs. Hein. Vous voyez que le débit de liquide, on est de l'ordre de la centaine de microlitres minute. Et pour le gaz, on est de l'ordre du millilitre par minute. Donc cette première génération nous a permis de faire beaucoup de choses, mais était limitée parce qu'on ne pouvait pas claquer un plasma avec tout type de liquide. On était limité par la constante diélectrique de la phase liquide. Et donc, on a eu une deuxième génération de réacteurs qui a été réalisée. Donc là, c'est un réacteur avec un écoulement différent, puisque c'est un écoulement de type slug flow, dans un matériau différent. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails par manque de temps, mais bon, ici, vous voyez l'image avec des bulles de plasma, un écoulement segmenté avec des bulles de plasma.
Et dans le cas de ce deuxième réacteur ici, ce design a permis de ne plus avoir aucune contrainte sur la phase liquide. Donc avec ce design, on peut claquer dans n'importe quel type de liquide. Donc ce qui a permis d'élargir pour nous les différents tests qu'on pouvait faire. Voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu les réacteurs qu'on utilise. Et je vais vous montrer quelques résultats sur la fonctionnalisation de molécules simples volatiles dans ce type de réacteur. Alors, ces travaux ont été réalisés en collaboration avec une équipe de chimistes de Sorbonne Université, donc Louis Furstenbank et Cyril Olivier. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en pratique, hein, on a ce réacteur plasma gaz liquide et puis on va injecter le gaz réactif d'un côté. Alors c'est finalement, on va apporter la fonction qu'on veut greffer avec la nature du gaz réactif. Donc durant toutes ces années, on voyait qu'on a testé pas mal de gaz différents, hein, oxygène, ammoniac, monoxyde de carbone, méthane. Et puis on injecte également, puisque c'est un réacteur biphasique, la phase liquide. Au début, on a surtout travaillé en liquide pur, donc on avait juste des molécules organiques en phase liquide qu'on pouvait fonctionnaliser. Depuis depuis quelques années, on utilise aussi des molécules dissoutes dans des phases solvants. J'en parlerai un petit peu plus tard. Alors ça, c'est la première réaction organique qui a été faite dans ce réacteur plasma. C'était en 2015-2016. C'était l'oxydation du cyclohexane, donc qui fournit comme produit majoritaire ce qu'on appelle le Ka-oil, qui est un mélange de cyclohexanol et de cyclohexanone. Et si on compare les résultats qu'on obtient dans notre réacteur avec des résultats classiques qui sont obtenus avec un procédé catalytique conventionnel, on voit qu'on a des résultats très intéressants puisque on a des conversions qui peuvent aller jusqu'à 30%. Alors ici, on est surtout limité par la longueur de nos réacteurs en fait. Et on a une sélectivité intéressante. Même à ce niveau de conversion, on peut rester jusqu'à 80% de sélectivité. Tout ça, je le rappelle, dans des conditions de température et de pression ambiante, sans catalyseur, et même ici c'était sans solvant, puisqu'on injectait le cyclohexane pur. Par rapport au mécanisme réactionnel, il a été élucidé dans le cas de cet exemple-là. Donc ici, vous voyez un schéma qui vous montre donc le réacteur gaz liquide. Donc on a la phase liquide ici et puis la phase plasma. En fait, la réaction se passe en phase gaz, donc c'est pour ça qu'on peut traiter surtout des molécules volatiles. Dans notre cas, on va avoir dissociation de l'oxygène moléculaire en oxygène atomique grâce à l'action du plasma. L'oxygène atomique va pouvoir faire une abstraction d'un atome d'hydrogène sur le cyclohexane. Et donc, ce radical cyclohexyle va être ensuite quenché par l'oxygène pour donner un radical peroxyde. Et ensuite, on pense que ces radicaux peroxydes qui ont une durée de vie assez longue, vont se transférer en phase liquide où ils vont réagir pour donner le fameux Ka-oil. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va éviter aussi la suroxydation de ces produits de réaction parce que ces produits sont beaucoup moins volatiles que le cyclohexane, donc ils vont rester en phase liquide et donc ils ne vont pas pouvoir réagir à nouveau en phase gazeuse. Donc ça, c'est un aspect très intéressant de ces réactions biphasiques, c'est cette protection de la surréaction des produits lorsqu'on peut les piéger dans la phase liquide. Alors ici, vous avez quelques autres exemples, puisque dans ces années, on a testé pas mal de choses. Donc on a également fait des plasmas d'ammoniac pour greffer des fonctions amines. On a traité donc des alcanes, mais aussi des aryles. Ici, on a traité du benzène. Donc, on a réussi notamment à oxyder le benzène en phénol avec une sélectivité d'environ 80%. Et on a aussi testé de la carbonylation avec un plasma de CO. Alors, on a fait d'autres choses, mais j'ai pas tout montré sur ce transparent.
Ce que je voulais vous montrer ici sur ce transparent, c'est que ben, dans certains cas, on va avoir des bonnes sélectivités, notamment si vous regardez les réactions d'oxydation, on a des sélectivités souvent supérieures à 70%. Par contre, pour d'autres synthèses, pour d'autres fonctionnalisations, on a un souci de surréaction, enfin, on a un souci, pardon, de réaction parasite. Alors, la sélectivité n'est pas, enfin, on n'a pas de problème, je veux dire, excusez-moi, de surfonctionnalisation de la molécule, puisque vous voyez que dans le cas de l'ammoniac, par exemple, on n'a pas de multiples ajouts de fonctions amines. On a vraiment un produit monoaminé uniquement. Il n'y a pas de diamine ou de triamine. Donc, on protège bien le produit de réaction dans la phase liquide. Par contre, on a un problème de réaction parasite, et donc ce qui fait que la sélectivité dans certains cas est limitée, souvent aux alentours de 50% ou moins. Alors, alors, je vais juste passer un petit peu de temps sur ces problèmes de sélectivité qui est le problème principal avec ce type de réaction radicalaire. Finalement, dans notre système, quand on a un mécanisme réactionnel qui est plutôt simple, on va avoir des réactions qui peuvent être sélectives. C'est notamment beaucoup le cas pour des réactions d'oxydation. On a fait beaucoup d'exemples d'époxydation de terpènes, par exemple, aussi, qui sont des réactions très sélectives. J'ai aussi cité la production du phénol à partir du benzène. Et donc, on va avoir des problèmes de sélectivité dès lors que le mécanisme des réactions est plus complexe. Et en fait, si on prend par exemple le mécanisme de carbonylation d'un alcane, si on se penche un petit peu sur ce mécanisme ici qui apparaît, donc on a toujours une étape, souvent, alors ici, dans le cas de la carbonylation, on va devoir activer notre substrat volatile dans le plasma pour le dissocier et donc former un radical, R point. Ensuite, ce radical R point va réagir avec le monoxyde de carbone qui est présent dans la phase gazeuse pour donner ici un radical RCO point. Et ensuite, on a une dernière étape qui doit être la réaction de ce radical RCO point avec le radical hydrogène qu'on a formé dans la première étape. Et donc ici, on a tout de suite un mécanisme qui fait intervenir plusieurs étapes. On a des radicaux de nature différente qui sont formés au cours de ces étapes. Et donc, souvent, le problème, c'est que dans ces cas, on va avoir des réactions parasites qui sont en fait des réactions de recombinaison radicalaire incontrôlée et qui vont conduire à la formation de dimères dans le milieu. Donc ça, le mécanisme en lui-même, c'est la première cause d'absence de sélectivité, quand le mécanisme est trop complexe et fait intervenir trop d'espèces radicalaires différentes. La deuxième cause d'absence de problème de sélectivité, c'est quand on a des fragmentations du substrat dans la phase gazeuse plasmagène, puisque les réactions se déroulent en phase gaz, et donc si le substrat est trop fragile, on peut avoir une dissociation indésirable en fait qui va se produire. Donc ici vous avez l'exemple, par exemple, de l'hexane qui peut se dissocier en deux fragments carbonés, ce qu'on ne veut pas bien sûr si on veut fonctionnaliser l'hexane. Voilà, alors là je vous ai parlé plutôt, je vous ai montré des exemples où on fonctionnalise à partir d'un gaz. À partir de 2019, un thésard a amené une nouvelle idée qui était qu'on pouvait finalement aussi utiliser un solvant pour générer des espèces radicalaires. Et donc l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir avoir une variété plus importante de radicaux possibles. Donc ici, vous voyez quelques exemples à partir de différents solvants classiques. On a d'autres types de radicaux auxquels on va pouvoir accéder. Et donc ici, on va continuer, la seule différence par rapport à ce que je vous ai présenté avant en liquide pur, c'est que le substrat va être solubilisé dans le solvant qui va nous fournir la fonctionnalisation. Et puis, on utilisera un gaz inerte comme l'argon ou l'hélium pour générer le plasma et casser le solvant dans la phase gazeuse pour générer les radicaux. Voilà, donc la seule différence, c'est qu'on injecte un gaz inerte et puis le substrat à fonctionnaliser est dissous dans le solvant qui apporte la fonctionnalisation. Donc voici quelques exemples. Donc ici, avec par exemple de l'acétonitrile, on va pouvoir faire des réactions de cyanation.
Ici, vous avez la cyanation du benzène. Avec le dichlorométhane, CH2Cl2, on a pu également chlorométhyler du cyclohexane avec des sélectivités assez intéressantes, mais qui sont pénalisées par ces mécanismes de dimérisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, ici, vous avez l'exemple également d'une amidation, où donc une piperidine a été dissoute dans un solvant type ester pour pouvoir ici donner cette molécule. Alors ici, on a eu des rendements vraiment très intéressants, de l'ordre de 90% pour cette réaction d'amylation. Et a priori, on pense que dans ce cas-là, c'est pas vraiment un mécanisme radicalaire, mais qu'on aurait plutôt formation d'anhydride acétique par action du plasma sur le solvant, cet anhydride acétique ensuite réagissant sélectivement avec l'amine pour former l'amine. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu de ce qu'on essaye de développer aussi actuellement. Alors, les derniers développements qu'on tente de faire, on a toujours notre collaboration historique avec Sorbonne Université. On a aussi Janine Cossy, une autre chimiste organicienne qui nous aide dans cette thématique. Et puis, ce développement, il est aussi soutenu par Sanofi. Et donc ici, il s'agit de fonctionnaliser des molécules complexes et non volatiles. C'est surtout ça la problématique qu'on va avoir. Donc c'est pour ce qu'on appelle la late stage functionalization en chimie organique. Et donc un rêve, on peut dire, ou qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est par exemple, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est de faire de la méthylation. Ici, en haut de cette slide, ce que vous voyez, c'est un système qui permet de faire de la méthylation ici de ce substrat, du substrat qui est tout à gauche. Et donc, si vous regardez, alors je ne vais pas détailler parce que je ne suis pas chimiste organicienne, j'aurais du mal à vous expliquer tout ça, mais ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe avec des catalyseurs, deux types de catalyseurs, des additifs qui doivent être ajoutés. Et puis, si vous regardez ici cette molécule 7, ici, c'est la molécule qui est là pour fournir le groupement méthyle. Donc, vous voyez qu'on imagine qu'on a aussi peut-être un petit souci d'économie d'atomes. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire cette méthylation, mais de façon juste à partir d'un solvant qui est le méthanol. Donc, ce méthanol, l'idée, c'est que dans notre système gaz liquide, plasma gaz liquide, on va le dissocier pour former deux radicaux qui sont les radicaux hydroxyle HO point et les radicaux méthyle CH3 Ces radicaux vont diffuser rapidement, il faut que ça diffuse très rapidement bien sûr, dans la phase liquide. Le premier radical va abstraire l'atome d'hydrogène du substrat. C'est le radical HO point qui est le plus réactif. Et ensuite, on souhaite que ce radical formé se recombine avec le méthyle de façon à obtenir, in fine, la molécule méthylée. Donc, on aimerait pouvoir méthyler de cette façon, bien sûr, vous imaginez que si ça marche, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Alors, c'est pas pour ça que c'est pas compliqué. On a fait quelques tests. Alors, on avait fait à l'époque des essais pour essayer de faire des réactions avec des molécules non volatiles. Donc là, vous voyez l'exemple de cette parabenzoquinone, en fait, qui est en solution dans l'eau. Et quand on effectue un plasma dans la phase vapeur, donc là, là, on a un système argon-eau avec le soluté qui est dissous dans l'eau. Donc, on va générer un plasma dans la phase vapeur, ce qui va nous permettre de produire des radicaux OH point et H point par dissociation des molécules d'eau vaporisées. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on fait ça dans nos réacteurs actuels, c'est que finalement, ce sont seulement les radicaux H point qui vont surtout pouvoir se transférer dans la phase liquide. On va avoir beaucoup plus de radicaux H point qui vont arriver dans la phase liquide que de radicaux OH point. Et ça, en fait, c'est directement lié au temps de vie, en fait, de ces radicaux, qui sont quand même des radicaux très énergétiques. Et si on regarde un petit peu les temps de vie classiques de ces radicaux, quand ils sont en phase gaz,
eh bien, on voit que, alors, l'hydrogène est plutôt comment dire, enfin, il ne se comporte pas comme la majorité des radicaux, il a plutôt une durée de vie assez longue. On peut avoir plusieurs millisecondes, même éventuellement plusieurs centaines de millisecondes, alors que d'autres types de radicaux, comme par exemple les radicaux méthyl ou les radicaux OH-, sont des radicaux avec des durées de vie beaucoup plus faibles. Donc là, on est même inférieur à la milliseconde pour ces radicaux. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est finalement la problématique du transfert d'espèces de très courte durée de vie. Tout d'abord, il nous faut des réacteurs qui vont être caractérisés par des temps de transfert dans la phase gaz très très courts. Et donc ici, si on prend ce réacteur Biflow classique qu'on a au laboratoire, on voit qu'on a des temps de diffusion qui sont de l'ordre de 2 millisecondes. Donc c'est le 2 millisecondes, ça va être le temps nécessaire pour qu'un radical OH- qui soit généré au centre du canal atteigne le liquide. Donc on voit qu'on est un petit peu élevé en temps de diffusion par rapport au temps de vie des espèces radicalaires qu'on est capable de générer. Donc on a déjà un problème quantitatif. Il faut qu'on réduise ces temps de diffusion si on veut vraiment utiliser l'ensemble des radicaux qui sont générés dans notre phase gazeuse. Et également, si on a besoin de transférer deux radicales différents, eh bien, il faut que ces temps de diffusion soient très rapides pour que les deux radicaux puissent être transférés avec la même quantité, même s'ils ont des temps de vie différents. Tout ça pour vous dire que c'est quand même quelque chose de complexe et c'est un gros challenge, cette activation, en fait, ces réactions radicalaires en phase liquide. Et donc, au labo, donc on a eu une ANR l'an dernier qui s'appelle l'ANR Plaskem, qui a démarré en 2025. Et notamment dans cette ANR, notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'avancer sur cette fonctionnalisation de substrats peu volatiles en phase liquide. Et la première étape dans cette ANR, notamment, ça va être de modifier, en fait, d'adapter nos réacteurs actuels plasma gaz liquide pour les rendre compatibles avec ce type de réaction en phase liquide. Et notamment, ça va passer par la réduction des temps de diffusion, c'est-à-dire on va modifier les géométries. En gros, ça veut dire qu'il va falloir avoir des espaces gazeux de très petite taille par rapport à ce qu'on avait avant. Peut-être on va devoir les réduire d'un facteur 10. Donc on va aller encore plus dans un problème de microfabrication complexe pour la suite de ce projet. Il te reste 2-3 minutes, voilà. Eh bien, je suis dans les temps, je suis très contente. Donc, pour conclure, bon, ben, ce que j'ai montré, c'est qu'avec un plasma, on peut vraiment générer, un grand message, c'est qu'on peut générer des radicaux extrêmement variés, extrêmement différents de façon simple, aussi bien à partir de gaz que de solvants organiques. Et ces radicaux, ensuite, on peut essayer de les utiliser pour faire de la réaction chimique. Alors bien sûr, c'est pas si simple, hein. Je vais un peu essayer de vous montrer que les problèmes en chimie radicalaire, on peut avoir vite des problèmes de sélectivité. Ce qu'on sait maintenant avec notre expérience, c'est qu'on peut avoir une bonne sélectivité lorsqu'on a des mécanismes réactionnels assez simples, et c'est souvent le cas avec les plasmas d'oxygène quand on fait de l'oxydation. Il faut également que, quand on est en phase gaz, là je parle des réactions en phase gaz, bien sûr, si on veut éviter les surfonctionnalisations, il faut quand même toujours penser au fait que si la volatilité des produits de réaction est inférieure à celle du substrat, on va être capable d'éviter la surfonctionnalisation. Donc ça, c'est un point important pour avoir une bonne sélectivité. Et puis enfin, tout ça, pouvoir marcher. On va avoir des productivités satisfaisantes et des bonnes sélectivités également, seulement si on est capable d'avoir des transferts de matière interfaciaux qui soient rapides. Et ça, c'est aussi l'intérêt de la miniaturisation et d'utiliser la micro-échelle pour avoir des bons transferts. Voilà, donc maintenant, on essaye de s'attaquer avec des substrats non volatiles. Et donc, c'est un nouveau challenge et ça va poser des nouveaux soucis, mais voilà, on s'attaque maintenant à ce problème. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention
j'espère que j'ai réussi à vous expliquer un petit peu ce qu'on fait de façon claire. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui couple activation, plasma et microfluidique notamment et l'interface chimie procédé. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous. Quelques questions. Donc, il y a deux questions dans le QNR. Donc, la première qui concerne le cas des plasmas avec de l'oxygène. Donc, Mhm. avez-vous majoritairement des radicaux au point ou plutôt des biradicaux au point qui se forment? On a majoritairement, on pense des radicaux au point. Je dis on pense, hein, parce que évidemment c'est difficile de mesurer tout ça. On fait pas mal quand même de modélisation théorique, alors aussi bien de la modélisation plasma qui nous permet, dans les plasmas d'oxygène sont assez connus, donc on peut avoir une idée quand même des espèces principales qui sont générées dans un plasma d'oxygène, et puis aussi c'est un petit peu connu. Et l'espèce majoritaire, c'est vraiment l'oxygène atomique à l'état fondamental. Alors, une question sur les contraintes rencontrées par cette technique. Peut-on surmonter ces contraintes telles que le contrôle des paramètres? Les paramètres. Alors, j'imagine température, débit. Alors, ok, oui. Alors, on peut peut-être parler de la température. Pour la température, bon, comme on est sur des micro-échelles, on a quand même des transferts thermiques qui sont vraiment intenses. Euh, ça, c'est quelque chose, on va pouvoir relativement bien contrôler la température grâce en fait au fait qu'on est à toute petite échelle. Peut-être on peut parler, je sais pas, Peut-être alors l'uniformité l'uniformité, ouais, je vois de concentration, l'uniformité, peut-être. ouais, l'uniformité, ça c'est une bonne question. L'uniformité, ça peut dépendre un peu de la nature des plasmas. En fait, il y a des gaz qui vont permettre des plasmas plus ou moins uniformes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi équipé au laboratoire de caméras rapides, et donc on est capable d'aller visualiser en fait ces plasmas de façon assez fine dans nos microcanaux. Euh, et en général, on arrive à trouver des conditions telles qu'on a une bonne uniformité. Quand je dis uniformité, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir visuellement avec les caméras que le plasma est à peu près à la même intensité partout là où il y a du gaz. D'accord. Alors, comment sont contrôlés les espaces gazeux de façon à diminuer le temps de diffusion? Ben ça, c'est vraiment, il faut diminuer la taille. Hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc historiquement, on est plutôt sur des tailles de l'ordre de la centaine de micromètres. Et alors, c'est assez complexe hein, cette question, et enfin c'est intéressant, mais c'est vrai qu'en plus, quand on parle d'écoulement diphasique gaz liquide, il y a plusieurs architectures possibles. Hein. On a les écoulements annulaires, on a les écoulements segmentés. Euh, dans... Ça va passer de toute façon à un moment par une réduction significative soit de la longueur de la bulle, si on est en écoulement segmenté, soit de la largeur du canal gazeux si on est en écoulement annulaire ou structuré. Et donc vraiment, pour contrôler le temps de diffusion, on compte vraiment sur la microfabrication et la capacité qu'on a avec l'IPGG à fabriquer des réacteurs qui nous permettront d'avoir des écoulements diphasiques stables avec vraiment des échelles toutes petites. Mais là, c'est vraiment un problème de microfabrication et de design en fait. Et une dernière question, donc est-ce qu'il existe des cas d'application industrielle des plasmas dans la chimie? Alors on a vu tout à l'heure donc l'exemple de l'holone, là, de la synthèse du mélange cyclohexanol. Est-ce que après c'est envisageable parce que les résultats sont vraiment intéressants. Hein, c'est une réaction qui est complexe avec qui est réalisée sans catalyseur. Donc est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Est-ce qu'on peut passer au stade industriel? Ouais, alors je fais un peu la même réponse que Karine tout à l'heure. Hein. Évidemment, sur des productions à gros tonnage, ça paraît très compliqué. Hein. On ne pourra pas aller extrapoler ce type de réacteur. Hein. Vous voyez qu'on est sur du microstructuré, donc ça pourra pas concerner des tonnages importants. Donc là, on est plus à essayer de se positionner sur des synthèses de petits tonnages. Hein. Est-ce qu'il y a des Si exemples c'est industriel, ce sera sur des petites quantités produites, pharmacie, éventuellement parfum aussi, ou
Voilà, on cherche d'ailleurs des réactions, des applications potentielles pour notre technologie, sachant qu'il faudra se restreindre quand même à des petites productions, hein. C'est impossible d'envisager quelque chose vraiment à grande échelle, par exemple le cas à Oil. Bon, ça me paraît compliqué d'aller être en compétition avec les procédés actuels. Donc, il y a des cas, par contre, qui sont connus d'applications industrielles ou est-ce qu'on est quand même vraiment au début? En synthèse, il n'y a rien du tout, hein. Alors, je vous ai parlé du traitement de surface qui est très utilisé. Et puis l'autre grande application que vous connaissez, c'est la synthèse d'ozone. L'ozone se fait beaucoup par des décharges enfin des plasmas dans l'oxygène ou dans l'air. Mais ensuite, non, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres applications, surtout en synthèse organique. On n'aura pas d'autres applications. On a actuellement aussi des applications qui essayent de coupler le plasma à la catalyse. Donc là, on est plutôt sur comment dire, on est plutôt sur des petites molécules, tout ce qui est dans le domaine de l'énergie, par exemple, l'hydrogénation du CO2, le reformage du méthane. Il y a pas mal d'applications plasma qui visent aussi à, à faire de la réaction avec des petites molécules pour des visées, pour tout ce qui est la synthèse des nouveaux vecteurs énergétiques. Mais en chimie organique, à ce stade, puis tout ça, tout ce que je vous dis, ça reste au stade laboratoire encore, hein. Oui, oui, Le plasma, vraiment, les seules applications, c'est traitement de surface et ozone, hein. d'accord. Il n'y a rien d'autre actuellement à l'échelle. Me- Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va conclure ce webinaire. Donc, merci à tous les participants. Donc, vous étiez une fois de plus très nombreux en ligne. Ce qui montre un peu l'intérêt, je pense, de ce webinaire, de cette thématique. Vous pouvez tout à fait nous contacter. Donc, vous avez nos coordonnées hein, sur le flyer si vous avez des idées de thématiques hein, qui peuvent enrichir les prochains événements, que ce soit webinaire ou journée scientifique, notamment en 2026. Et puis, un des atouts de ces webinaires, c'est d'essayer de susciter des collaborations. Donc, n'hésitez pas à contacter les intervenants donc pour établir de nouvelles collaborations. Voilà, merci à tous. Je rends la parole peut-être à Martine. Oui, ben, merci à tout le monde là pour ce webinaire qui était hein, le deuxième de cette série là, sur les réacteurs activés, qui est très complémentaire du premier. Et c'est vrai que c'était un excellent panorama de toutes les techniques d'activation. Donc bravo pour avoir initié ce genre de choses, parce que je pense que c'est un bon moyen de lier tout ce qui est génie des procédés et chimie, parce que vraiment dans ce domaine, c'est l'exemple type où les collaborations sont absolument nécessaires. C'est le début de ce GT, mais c'est un début fantastique puisque le nombre de participants à ces deux webinaires était très élevé. Donc j'imagine que ce groupe va vraiment naître maintenant. Donc n'hésitez pas à revenir vers les animateurs donc, qui sont Patrick et Jérôme, pardon, Patrick et François. Jérôme. Voilà. Et donc, nous vous donnons rendez-vous au niveau de la SFGP pour d'autres webinaires, puisque donc nous proposons régulièrement des thématiques que nous abordons. Et donc, vous avez les programmes qui sont sur le site web de la SFGP. Et si vous voulez aussi revoir des anciens webinaires, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de la SFGP. Voilà, merci à tous et à une prochaine. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au Merci, revoir, au bonne revoir. journée.